RMC, Entre les poteaux. Christophe Cessieux. Salut à tous, avec 6 victoires décrochées en 8 matchs, dont 2 à l'extérieur, les clubs français ont marché sur la première journée de Champions Cup qui se déroulait ce week-end. Mis à part le Castres Olympique qui n'a jamais fait de la compétition une priorité, le Stade français qui a d'autres chats plus domestiques à fouetter en ce moment, nos clubs ont largement dominé leurs adversaires. Une tendance à la hausse depuis plusieurs saisons maintenant. Rappelons-le, les clubs français restent sur 4 trophées remportés lors des 4 dernières éditions. Domination tricolore qui, si elle nous ravit, nous Français évidemment, ne fait pas que des heureux et pourrait même menacer à terme l'existence de la compétition. Alors comment expliquer cette domination alors qu'à l'échelle des nations la France est loin d'être aussi dominante? Eh bien on en débat aujourd'hui entre les poteaux avec notre invité, un homme qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT, vainqueur de 3 H-Cup d'affilée au mi-temps des années 2010, est avec nous entre les poteaux. Salut Mourad, merci d'être avec nous. Bonjour. Toujours un plaisir de t'accueillir dans cette maison qui est un peu la tienne évidemment. On le rappelle, intervenant dans les grandes gueules du sport, il est partout et aujourd'hui entre les poteaux. Mais là tu vois, on monte d'un niveau quand même, les grandes gueules du sport. Je vais essayer de m'accrocher. Il va falloir. Pour dialoguer avec toi, ils sont à mes côtés, la bande des 3 Charvet, Thévenet, Templier, qui ont vécu le week-end de Coupe d'Europe de manière différente. Denis Charvet allongé dans son spa de luxe à l'Alpe d'Huez. Non, j'étais chez moi à Paris. Hier, j'ai regardé Toulouse, j'ai regardé Bègle. Ah, mais t'étais Bègle? J'étais à Paris, moi j'ai pris le train très tôt, tu sais. D'accord. Donc j'étais dans mon canapé, mais à Paris. Wilfried Templier, il était dans ses pantoufles, et Ernest Vallon pour assister à la démonstration. C'est pas très beau quand même. Ah, il faisait pas très beau, donc t'avais mis des... Oui, bon. Tant de chiens là, j'ai regardé ça, ça tombait. Et pendant ce temps-là, Pierre Thévenet, lui, se baladait. Il adore les balades en Angleterre, au milieu du mois de décembre, comme ça. C'était bien, il faisait chaud, il faisait beau, il y avait du soleil. Bath, Northampton, c'était des conditions à Bath, idéales. Ouais, Bath vendredi et Northampton. Quelle chance alors, c'était très beau Bath. Bath, La Rochelle, c'était un super match. Ouais, Northampton un peu moins bien. Mais il faisait nuit à 3h de l'après-midi. Ouais, c'est ça. Il faisait nuit quand j'ai atterri à 15h. C'est le seul problème. Bon, vous avez vu différentes formes du rugby de club français, notamment toi, Pierre, avec cette démonstration de La Rochelle. Démonstration, c'était chaud sur la fin, mais démonstration de force en première période. Aller gagner à Bath chez le leader du championnat anglais. Pour Cass, c'était très compliqué à Northampton, mais les conditions étaient horribles. Chaque coup de pied reculé ou avancé de 10 mètres de plus que prévu. Ils ont pris 40 pions chez Northampton, mais il n'y avait pas beaucoup plus à attendre de se déplacer. La défaite de Castres, qui est l'une des 2 seules vécues par nos clubs ce week-end, qui pour le reste ont donc roulé sur la compétition avec pas moins de 6 succès qui rappellent les plus belles heures du rugby français dans cette compétition. La concurrence, c'est quoi? Victoire parfaite pour l'UBB, 42-28, qui font le plein 5 points avec le bonus offensif. 6 essais marqués, un énorme Louis Bielbiaré, un très bon Mathieu Jalibert. Mission accomplie, victoire 28-0 pour les Clermontois, 4 essais à 0, c'est une entame idéale pour les Clermontois. La concurrence parfaite n'est pas toujours possible, mais est elle-même toujours souhaitable. Un exploit du RCT qui vient battre les Stormers en Afrique du Sud. Opération parfaite pour les hommes de Pierre Mignoni qui s'imposent ici en Afrique du Sud 24-14. C'est terminé à l'instant donc sur la victoire du Racing 92, il n'y a pas de point de bonus offensif, mais c'est une victoire qui va faire beaucoup de bien. Victoire du Stade Toulousain, 61-21, 9 essais à 3 à la clé pour les hommes du Gomola, les tenants du titre qui entament parfaitement cette Champions Cup. À l'opposé de la concurrence parfaite, il y a le monopole. L'hégémonie française dans cette Champions Cup avec le sentiment un peu que c'est de plus en plus difficile pour les adversaires des clubs français. C'est terminé. Victoire 31-22 du Stade Toulousain qui remporte la guerre des étoiles. La 6e étoile va du côté du Capitole. La Rochelle est champion d'Europe pour la 2e fois de suite. La Rochelle crée l'exploit ici à la Viva. Qui l'eût cru, un an après Marseille, c'est fou, La Rochelle garde son titre, 27-26 pour le Stade Rochelais. C'est fou ce qu'ils viennent de faire. La Rochelle vient d'écrire l'histoire, Denis. Oui, c'est l'histoire là. Ils viennent d'écrire l'histoire. C'est tout à l'honneur c'est tout à leur comment on dit. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui te serait pour bien là, c'est une bonne conclusion, Denis. Là, sur ce non, mais c'est intelligent de mettre ça. C'est bien. vous croyez que vous êtes à le Moscato Show, quoi. Vous permettez. Non, mais vous n'avez pas. Demandez-moi déjà mon avis, si vous pouvez le mettre. Non, mais attendez. Moi, j'ai un contrat. Si au moins tu avais remporté une Coupe d'Europe un jour, peut-être qu'on t'aurait demandé ton avis. Mais ne la ramène pas parce que tu n'as jamais remporté cette compétition. J'ai remporté la première Coupe pas d'Europe, des clubs. La Coupe des clubs avec champions. Toulouse, ouais, le Matra, en
86, tu as très bien connu ça. 86, la première Coupe d'Europe. Ouais. Il y avait combien de clubs ? Non, mais surtout, c'est pas cool. Quand j'ai Coupe d'Europe, il y avait les Néo-Zélandais, il y avait les Australiens. Donc c'était la Coupe du monde des clubs, si tu veux. Ah, ben on en parlera tout à l'heure. Ouais, on l'a fait, c'est le Matra qui avait sponsorisé à l'époque. D'accord, donc tu es champion du monde des clubs. Ah ben oui, voilà. Pas pareil quand même. Mourad, là, c'est impressionnant quand même. Quand mais c'était les quartiers qui jouaient. Ah, les quartiers. T'es qu'à les prendre dans les quartiers néo-zélandais, tu aurais vu. Bon, alors dans cette prod, on n'a pas entendu les 3 succès du RC Toulon quand même, Mourad. On le rappelle, 2013, 2014, 2015, le hat-trick qui n'a jamais été réalisé par aucun club en Europe et qui reste évidemment un grand souvenir. Mourad, est-ce que pour toi, ça reste ton plus grand souvenir en tant que président du RCT ou le bouclier de Brennus qui a été décroché aussi à cette époque-là est encore au-dessus ? Ouais, c'est partagé entre la première victoire en Coupe d'Europe, parce que la première victoire, toutes les premières fois, c'est assez important dans la vie. Celle-ci l'était donc, et puis après on est quand même en France, la culture top 14 bouclier de Brennus, elle est très forte. Elle est très forte, et c'est vrai que surtout à Toulon, quand je suis arrivé dans le monde du rugby, dans mon imaginaire, quand je m'imaginais gagner, ce qui me semblait impossible, et quand j'en rêvais, c'était au bouclier de Brennus, pas à la Coupe d'Europe. Après, Mourad, quand même, en 2013, moi j'étais à Dublin, les larmes ont coulé quand même en 2013. Oui, parce que c'était la première victoire, c'était inattendu, et puis c'était champion d'Europe, quoi. Et puis dans un scénario qui était apocalyptique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs français qui échangeraient, je pense à La Rochelle notamment, Wilfried, qui échangeraient bien un titre ou 2 européens contre un bouclier quand même. Hein. Oui, on l'a dit, c'est plus ancré le top 14, c'est culturel, c'est historique, mais ouais, ces dernières années, c'était, bon, on va en parler, c'était quand même, où ça reste, le Graal aussi européen, techniquement, enfin voilà, les adversaires que vous rencontrez, là on va se poser des questions sur un certain fossé avec les autres, mais regardez les joies. Quand il n'y en a pas eu, moi on l'a dit, enfin tout le monde en avait eu, mais votre période à vous, vous attendiez ce bouclier, puis vous aviez eu quelques déceptions en finale en plus, avant que ça arrive. Donc, pour faire une confidence, Max Guazzini m'a dit qu'il échangerait quelques titres de champion d'Europe, de champion de France, parce qu'il en a gagné beaucoup contre une Coupe d'Europe. Parce qu'il l'a pas eu, il a perdu au Parc des Princes. C'est un regret pour lui, vraiment. Il a perdu d'ailleurs à la dernière seconde. Mais quand on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Oui. Non, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, on parlait de la culture du top 14 et du Brennus, c'est sûr, certains c'est toujours ancré dans nos gènes, mais je trouve que de plus en plus, l'ambition d'être champion d'Europe, aujourd'hui, elle gagne tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, être sur le toit de l'Europe, c'est... Parce qu'aujourd'hui, Toulouse est la meilleure équipe européenne, et puis ils s'en contestent aujourd'hui. Donc, si tu veux, il y a quand même aujourd'hui une compétition qui va vers le haut, il me semble. Ouais, alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a tendance à comparer le foot et le rugby, à se gargariser des scores d'audience du 15 de France, par exemple, vis-à-vis de l'équipe de France de foot. En revanche, Mourad, en matière de compétition européenne, je pense que le foot reste avec 1, voire 2, 3, 4 longueurs d'avance sur cette compétition européenne, parce qu'évidemment, tous les pays et tous les clubs de la vieille Europe sont réunis évidemment dans cette compétition, alors qu'en rugby, c'est 3-4 pays maximum, quoi. Hein. C'est 3 pays qui ont gagné la Coupe d'Europe jusqu'à présent. Il n'y en a que 3. Il y a la France, l'Irlande et l'Angleterre. Je ne crois pas qu'il y en ait un 4e. Et puis ça tourne autour des 3 mêmes, tandis que la Coupe d'Europe, chaque année, il y a un club. Moi, étant plus vieux que vous, je suis un grand fan de l'Ajax d'Amsterdam. Ouais, de temps en temps, l'Ajax nous refait un tour de piste, club des Pays-Bas. Il y a toujours un club d'un pays un peu moins dominant que l'Espagne. De moins en moins, Mourad. De moins en moins. Tu regardes, c'est Allemagne ou Angleterre. Les Anglais. Oui, c'est pas le PSG, j'avais remarqué. Non, mais tu regardes, les dernières années, c'est Allemagne. Pour la victoire, Espagne. Et Espagne, pardon. Oui, tu as trois nations. Ouais, mais tu as toujours un club qui vient se glisser. Il y a toujours un intrus. Oui, mais un club. Ouais. Mais au rugby, c'est rarissime, c'est même jamais quoi. Mais ça, c'est pas que dans la Coupe d'Europe, même au niveau international, le rugby c'est pareil. On le sait qu'il y a moins d'équipes qui jouent à ce sport et il y a rarement des intrus non plus dans les Coupes du Monde ou dans les. Beaucoup plus difficile pour des petites équipes de réaliser une surprise. T'as 4 nations qui veulent être champions du monde, donc t'as pas beaucoup. Oui, mais le problème de la Coupe d'Europe, c'est que tu peux l'attaquer avec 4 clubs et ça changera rien au résultat final. Si t'en as 32, tu sais que c'est ces 4 qui iront au bout. Enfin, non, quasiment sûr. Quasiment, ouais. Oui, mais au moment, c'est malheureux, mais en même temps, comment tu veux faire aujourd'hui ?
On va essayer de trouver des solutions. On va trouver des solutions. Déjà avec toi, Wilfried, on fait un peu le constat. On le disait avec Mourad, 3 pays seulement ont décroché cette compétition. Et puis, il y a encore que très peu de pays qui sont inclus dans cette compète. Ouais, Mourad a dit France, Angleterre, Irlande. Alors les pionniers sont les Français, le Stade Toulousain. Souvenez-vous, 1996, victoire au mois de janvier à l'Arms Park de Cardiff face à Cardiff après prolongation. Emile Ntamak sans les Anglais, pas d'anglais, ouais. J'y arrive. Emile Ntamak soulève la Coupe d'Europe loin des standards et des formules actuelles, sans les clubs anglais. Mais c'est la jeunesse de la forte histoire toulousaine dans cette compétition. 6 titres en tout, dont le dernier en mai face au Leinster. Ça, c'est pour les Rouges et Noirs de Haute-Garonne. Il y a eu un titre pour Brive en 97. Et il y a eu les Rouges et Noirs de Toulon, du duo Mourad Boudjelal, Bernard Laporte, compris le relais, le triptyque inédit, tu l'as dit Christophe, 2013, 2014, 2015, avec la Dream Team emmenée par Johnny Wilkinson. Vous ajoutez le doublé Rochelet de 2022-2023, ça donne 12 trophées à la France en 29 éditions. Ensuite, il y a les Anglais qui arrivent avec 10 coupes, des périodes de domination par club, Leicester fin 90, début 2000, les Wasps dans la foulée, et puis les Saracens, 3 titres en 4 ans après le règne de Toulon. Et enfin les Irlandais qui arrivent en 3e position, 7 trophées, hormis un titre pour l'Ulster en 99. C'est partagé entre le Munster des années 2000 et puis ensuite évidemment le Leinster sur la dernière décennie, parce que les Rouges Munstermen n'ont pas pu suivre le rythme ou n'ont pas eu les moyens des Bleus Leinstermen. Le Leinster 2e au palmarès derrière Toulouse, 4 Champions Cup au compteur, et qui semble, allez, on va dire 80% de l'équipe d'Irlande, plus des joueurs sudaf comme Snyman ou le All Black Jordi Barrett. Il semble la menace numéro 1 encore cette saison pour les clubs français, même si on en est à déjà 3 finales de suite perdues par le Leinster sur les 3 dernières saisons. Et enfin, vous l'aurez compris, jamais un club écossais ou une province galloise n'a pu gagner cette Coupe d'Europe. Il n'y a même plus de Gallois d'ailleurs cette année dans la compétition. Ça, c'est d'une tristesse infinie. Bon, c'est à l'image du rugby gallois qui est vraiment en pleine décrépitude. Ouais. C'est vrai, Mourad, Wilfried le disait, Toulouse, Toulon, La Rochelle et le Leinster. Aujourd'hui, on voit mal qui d'autre pourrait remporter cette Coupe d'Europe. Peut-être une province sud-africaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Anglaise aussi, Basque. Ouais, ou Basque, ou Northampton, ouais. Ça a été une déception, les provinces sud-africaines, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'il y avait que dans le rugby de l'hémisphère sud, il y avait des clubs dominants, et puis on se rend compte que l'écart s'est vraiment resserré, qu'il n'y en a même plus, quoi. Je veux dire, on est plutôt au-dessus. Non, moi, ce que je note le plus quand même, c'est que depuis 4 ans, c'est un club français, quoi. Et que je pense que les 4 ans vont en faire 5. Et que dans la compétition, la petite compétition à côté, c'est quasiment des clubs français. À part les Sharks l'année dernière qui ont gagné. Ouais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rugby connaît un essor incroyable en France. C'est tant mieux qu'il ne connaît pas dans tous les autres pays. Et ce qui veut dire que cet essor incroyable va encore profiter aux clubs français qui vont encore se structurer, se muscler et au détriment des autres. Et donc la domination économique que le rugby français a aujourd'hui sur l'Europe, elle va forcément, à un moment, elle se ressent dans la domination sportive. C'est logique. Puis quand on voit aussi les Anglais souffrir, les Anglais qui perdent des clubs, enfin, je veux dire, c'est dramatique. C'est quand même dingue, effectivement, comme le dit Mourad, que la France, l'économie, même si on a vu que les affaires financières de la Fédé n'étaient pas au bout fixe ces derniers temps, mais le rugby de club se porte très bien. En revanche, Pierre, on va voir ça avec toi, mais c'est vrai que le rugby, comme le disait Mourad Boudjelal il y a quelques instants, de l'autre côté de la Manche, est en difficulté, est en grosse difficulté depuis le Covid. Bien sûr, une énorme difficulté financière pour les Anglais. En 2022, on a 3 clubs qui ont disparu. Faut le rappeler, Worcester, les London Irish et les Wasps, qui est un monument du rugby anglais, 6 fois champion. Les Wasps, beaucoup d'autres ont dû contracter des prêts auprès du gouvernement anglais pour tenter de s'en sortir. L'été dernier, il y a un cabinet d'études qui affirme que 7 clubs sont insolvables sur les 10 qui restent dans la premiership. Il n'y en a que 3 finalement qui vont bien financièrement, Northampton, Leicester et Gloucester. Sur l'exercice 2022-2023, les clubs ont perdu un peu plus de 30 millions de livres collectivement, et ça s'ajoute à une dette de 311 millions au total. Donc il y a des énormes dettes pour le rugby anglais, et forcément ça entraîne aussi une fuite des talents, notamment vers le top 14. Il y a plein de joueurs qui font une croix sur la sélection pour venir en top 14. Jack Willis, qui est un des meilleurs joueurs toulousains cette saison, Sinclair et Ludlam à Toulon, Arundel et Farrell au Racing, Simmons à Montpellier, Courtnelos qui part en D2, en Pro D2 du côté de Brive, qui était en fin de carrière, comme Owen Farrell, mais qui dans les faits s'en va aussi. C'est un peu différent. Oui, mais qui avait encore à donner dans son club. Oui, bien sûr. Et il y a
les clubs, il y a la fédération aussi, parce que la fédération anglaise a perdu 45 millions sur le dernier exercice aussi. Il y a un gros contrat de naming qui a été mis en place avec une grosse banque et Twickenham pour les 10 prochaines saisons pour faire entrer 100 millions de livres dans la banque. Et pour les clubs, un plan de relance lancé aussi par la fédération de 250 millions de livres avec des contrats hybrides, comme c'est le cas en Irlande, des joueurs payés à la fois par la Fédé et par les clubs. On a longtemps dit que Twickenham était un trésor sur lequel la fédération française était assise, à la fédération anglaise, pardon, par rapport à la fédération française, évidemment, qui n'est pas propriétaire du Stade de France. Mais on voit que ça ne suffit pas finalement. Mais nous y trompons pas, il y a quand même des mécènes comme en France. Regarde, au Saracens, il y avait un mécène, mais le Saracens, depuis qu'il est parti, ça va moins bien. Il y avait un mécène à Basse, je ne sais pas si ils ont fait un peu n'importe quoi aussi. Oui, mais il y avait des mécènes comme chez nous en France. Je ne sais pas si Mourad va dans mon sens, mais. Oui, mais regardez, c'est quand même le danger de. Nous sommes les mécènes de la Coupe d'Europe, hein, Denis, parce que dans les droits télé, c'est la France qui ramène énormément et qui partage. Et qui partage avec les autres. Et qui partage même à son détriment. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais au Comdir, les Irlandais avaient réussi à nous faire passer qu'au moins 5 fois, ça voulait dire 6 fois. Parce qu'il y avait dans un accord, pendant au moins 5 fois, ils devaient toucher une somme qui correspondait à 40% des droits télé, je crois. Et la 6e année, ils avaient dit, ah non, mais au moins 5, ça veut dire 6. Vous voyez, donc, et donc aujourd'hui, si demain l'économie réelle se met en place, c'est-à-dire que la France récupère ses droits télé, il n'y a plus personne. Hein. Oui, puis s'il n'y a plus de Coupe d'Europe, il n'y a plus de club anglais. Hein. Je pense aussi. Oui, je parle. Mais surtout, c'est qu'on se rend compte qu'en Angleterre, les stades ne sont pas pleins. Mourad, c'est une bonne affaire financière pour un club de rugby, cette Coupe d'Europe. Français, tu veux dire. H-Cup, oui, pour un club français. Oui, toi, à l'époque où si tu fais un beau parcours, oui. Si tu fais un beau parcours, oui. Si tu es intelligent, à savoir que tu as prévu des bonus avec tes partenaires en cas de victoire. De victoire en Coupe d'Europe ou de passage, si tu arrives à choper le quart à la maison, à l'époque, hein, aujourd'hui, les formes du change, au Vélodrome en plus. Le quart à la maison est très rémunérateur, très rémunérateur, plus la prime de vainqueur aussi qui était intéressante, sur lequel tu donnais un petit bout à la Fédération française de rugby. Oui, c'était intéressant, ça rapportait pas beaucoup au début parce que les droits télé de la Coupe d'Europe, c'est pas beaucoup, parce qu'ils sont partagés en 16, quasiment, tu joues le Challenge ou la Coupe d'Europe, il y a 150 000 ou 200 000 euros d'écart. Mais après, si tu fais un beau parcours et si tu as la chance de jouer à domicile, oui, c'est une preuve qui ramène de l'argent parce qu'il y a il y a encore en Europe des clubs comme le Leinster ou comme le Munster, heureusement, qui déplacent les foules. Si tu attrapes un des deux à domicile, tu sais que tu vas faire guichet fermé. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas le cas pour tous les clubs. Même les clubs anglais déplacent un peu moins. Il n'y a qu'à Bordeaux. Bordeaux, c'est exceptionnel, Bordeaux. Ils ont fait 33 000 encore hier contre Leicester. Parce que c'est une histoire nouvelle aussi. Oui. Il y a l'attrait de la nouveauté. Mais puis surtout, Bordeaux, ils remplissent le stade à chaque fois, chaque match. Oui. Ça qui est... Après, ils ont plus la concurrence du foot aussi, ça les aide. Oui. Après, en Angleterre, ce week-end, c'était plutôt plein. À Basse, c'était plein à craquer. Bon, c'est que 15 000 places à Basse. C'est petit. Oui, mais c'est La Rochelle. C'est La Rochelle qui est venue. C'était moins le cas à Northampton le lendemain contre Castres, mais c'était quand même à 3/4 plein pour un match sous la pluie un samedi après-midi. Il y avait du monde dans le stade. En tout cas, ça sonnait pas creux. Et tu avais du monde aussi, il me semble, en Afrique du Sud. Pour les Stormers. C'était pas plein. Oui, il y avait du monde. Et après, il y avait du monde quand même. C'est un grand stade. On a aussi brouillé le message avec les clubs sudaf. Je veux dire, on fait plus une Coupe d'Europe, on fait une demi-Coupe du Monde. Et comme tout ce qui est demi, c'est moyen, quoi. Donc soit on fait une Coupe du Monde, soit on fait une Coupe d'Europe. Dire, voilà, aujourd'hui le rugby s'est mondialisé, c'est internationalisé, et au niveau des clubs, je crois que on a plus envie de voir un Toulouse Chief ou un Toulouse Crusader qu'un Toulouse Ulster comme on a vu ce week-end, quoi. On va en parler après ou maintenant c'est comme vous voulez, on peut casser on peut c'est le vrai débat vers la fin. Non, mais il y a pas de mais le vrai débat, c'est ce que dit Mourad d'ailleurs, d'aller plus loin, de voir est-ce qu'il ne faut pas remplacer la Coupe d'Europe par la Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'est utopique. Alors, on va voir parce que Wilfried a travaillé sur le dossier, figure-toi, qu'il va nous dire à quoi pourrait ressembler cette Coupe du Monde des clubs, qui est dans les tiroirs, qui est prête à sortir pour 2028, je crois, hein, Will. Oui, alors c'est la presse britannique qui a sorti ça il y a quelques semaines. Une nouvelle éprouvette dans le laboratoire du rugby mondial. Ce serait tous les 4 ans. La première pour 2028, en fin de saison. Vous allez me dire comment on fait avec ce calendrier. Alors, abracadabra, on appelle Gérard Majax ou Garcimore. Alors, c'est pour la génération des boomers. Ou allez Mesmer pour vous hypnotiser. Qui peut y participer? Donc, au nord comme au sud. En Europe, on commencerait la saison avec une Champions Cup.
normal. À l'issue des phases de poule, normalement, vous savez, les 16 meilleurs, ils vont en 8e de finale. Et bien là, on prend les 8 meilleurs seulement. Les 8 autres, on les envoie en phase finale de Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe. Car pour la grande, on oublie les phases finales. Plus de phases finales, plus de champions, plus de vainqueurs de Champions Cup. On peut pas tout faire. Du coup, on gagne 4 dates au printemps. 8e, quart, demi. Ça, c'est cette année exceptionnelle, on est d'accord. C'est l'année voilà, exceptionnelle en 2028, tous les 4 ans. Okay. Voilà, plus de phase finale Champions Cup. Donc on avance du même coup la phase finale. 3 ans, tu as une Champions Cup normale et tous les 4 ans, tu as la 4e année, une poule et on sort les 8 meilleurs. Et donc, on avance du même coup la phase finale du top 14 au mois de mai pour récupérer ces 4 dates en juin. On met à la place une Coupe du Monde des clubs. Elle pourrait avoir lieu en hémisphère nord pour la première, peut-être au sud 4 ans plus tard. A priori, un format à élimination directe. Alors, Mourad en parlait, un Stade Toulousain Crusaders ou Leinster Auckland Blues. Voilà. Et un titre de monde des clubs qui, tous les 4 ans, remplacerait la Champions Cup. Le tirage au sort, il s'effectue comment ? Et avec des petites boules peut-être. non, mais tu me dis. Non, mais il faut la simplifier. Non, mais les 8 meilleurs, c'est les 8 meilleurs des deux côtés. Quoi. Ouais, Mourad, vas-y. Tu oublies la Coupe d'Europe, tu mets 16 équipes, mais... tu mets 6 équipes de l'hémisphère sud, tu mets 4 Françaises, 2 Japonais, aussi 2 Irlandais. Non, mais. Deux Irlandaises, on peut avoir une compétition 2 Anglaises, où il n'y a pas des scores de basket, c'est bien. 2 Anglais, un un Gallois, un Écossais, tu as mondialisé, tu as 16 matchs. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut scénariser la Coupe d'Europe. À savoir, on parlait du foot tout à l'heure. Il y a un truc qui marche très bien dans le foot, c'est les matchs aller-retour. Parce que ça donne des scénarios incroyables. Tu sais pas si tu dois jouer les matchs nuls, si tu dois limiter la case pour la défense. Mais là, quand tu vas au 7 matchs. Si tu mets 7 matchs, ça rentre. Par contre, tu n'as plus de Coupe d'Europe, ça ne sert à rien. Si tu as une Coupe du Monde, tu n'as plus besoin de Coupe d'Europe. Comment tu les organises? Et tu as une véritable méritocratie. La Nouvelle-Zélande, comment tu fais? C'est-à-dire que tu joues un match une semaine à Toulouse et la semaine d'après, tu es à Auckland. Comment tu fais ça? Et inversement pour eux. Ouais. Oui, mais comment tu peux, avec le décalage horaire, la complexité des voyages, enfin, je veux dire, ça, sur un temps réduit, j'entends. Tu n'es pas obligé de le faire la semaine suivante. Tu peux faire un match aller comme il y a au foot à une date et puis le match au retour 15 jours ou 3 semaines après. Ça laisse le temps de récupérer. Non, par contre, il faut de la méritocratie. 4 clubs français. Aujourd'hui, tu termines 8e, tu joues la Coupe d'Europe. Tu es dans la deuxième moitié de championnat. Non, mais le problème deuxième moitié de championnat. Le problème qu'évoque Wilfried, c'est que les 8 premiers qualifiés, tu peux avoir 5 Français, voire 6. C'est-à-dire que tu n'as pas d'Écossais. Tu les prends dans leur championnat. Non, mais la formule qui est avancée, c'est dramatique pour les Écossais. Enfin, les Écossais, je dis comme les Gallois ou comme... Tu vois, même les Anglais pourraient ne pas avoir de club. C'est au mérite après. Oui, non, mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que Mourad, là où il a raison, Mourad, c'est qu'il faut quand même de la mixité. Faut quand même, sinon c'est pas une Coupe du Monde des clubs. Je suis désolé. Oui, d'accord, c'est une coupe. Si tu veux intéresser les diffuseurs, si tu n'as pas d'anglais, il faut que tu aies des compétitions avec des matchs très serrés. Si tu as des scores de basket, comme disait Mourad, ça va intéresser qui va mettre des sous Oui, mais la table. formule de la Coupe d'Europe aujourd'hui tu peux envisager qu'il n'y ait pas d'anglais. La vérité, c'est que les 8 premiers, c'est pas obligé. Tu peux être le 9e. Dans la formule actuelle. Non, mais c'est pas dans la Coupe d'Europe que tu dois récupérer tes qualifiés, Denis. C'est dans les championnats nationaux. Oui, non, mais là, c'est ce que dit Wilfried. Là, ce qu'avait dit après Sanglais, c'était qu'il sortirait des poules de Champions Cup au mérite. Et non, mais j'écoute ce qu'a dit Wilfried. C'est dramatique. Enfin, pour moi, ce serait catastrophique. Ça serait catastrophique. Je vais dans ton sens, Mourad. C'est pas normal. Ça serait fou de ne pas avoir des Anglais, même des Gallois à la limite. Tu fais une province. Mais oui, parce que les Gallois, c'est des provinces. Si le Pays de Galles retrouve une génération, ils auront une province qui pourra tenir la route. Et même, tu leur dis de faire une grosse province à la limite. Au moins, t'as des Gallois. T'envoies l'équipe nationale. Presque, je sais pas, mais bon. L'équipe nationale, mais bon, des fois, t'as des problèmes. Et c'est le cas avec Trévise en Italie aussi. C'est l'équipe nationale italienne. Et c'était le cas avec les Jaguars en Argentine. Glasgow aussi. Ouais. Bon, vous voulez révolutionner le rugby, quoi, j'ai bien compris. Moi, j'ai peur que cette formule soit adoptée, parce que quand ça sort dans la presse anglaise, en général, c'est pas une info comme ça gratuite, et ça serait catastrophique pour moi. Bon, en attendant, on a donc cette Champions Cup, dont les droits télé ont quand même été réduits, puisqu'on est passé, je crois, pour la période 2022-2026, de 30 à 14 millions d'euros seulement. En revanche, et c'est l'une des forces de la compétition, en France, je ne sais pas
pas si c'est le cas chez nos amis anglais de l'autre côté du channel, c'est qu'elle permet à tout le monde, sans avoir à débourser le moins de centimes, d'assister à une compétition de club, ce qui est un cas unique, je crois, en matière de compétition de club en France. Il n'y a que les compétitions de rugby que tu peux voir à la télé le samedi et le dimanche. Il y a 2 matchs sur France Télé, les autres c'est sur BeIN. C'est gratuitement, c'est gratuit. Je lisais une déclaration de Greg Aldrit qui disait, moi cette compétition je l'aime parce que lorsque j'étais petit, c'était la seule que je pouvais voir à la télé avec le tournoi. Ça c'est une force, Mourad, encore, d'avoir cette visibilité sur une chaîne gratuite, une chaîne hertzienne. On l'avait perdu à un moment. Hein. C'est bien que ce soit revenu et que France 2 ait repris. Mais là, pareil, la Coupe d'Europe va peut-être aussi bénéficier de l'engouement incroyable qu'il y a autour du rugby. Et peut-être qu'il y a d'autres gratuites qui vont faire une véritable offre. N'oublions pas que cette offre de 14 millions, elle date de bien avant l'engouement qu'on a et les audiences que le rugby fait aujourd'hui. À mon avis, ça a été vendu trop tôt. Et les audiences sont encore bonnes ce week-end. Les audiences sont encore bonnes ce week-end. Le Stormers Toulon sur France 3 fait quasiment 1 million un samedi après-midi. Et Toulouse en fait 2. Et Toulouse en fait 2 millions dimanche après-midi contre l'Ulster. Il y a un véritable engouement, mais pour l'instant... Au niveau européen, en tout cas, on n'a pas vraiment thésaurisé dessus. Il y a aussi quand même, Mourad, la visibilité. Le grand public ne comprend rien. Si tu veux, tu as des matchs de poule là, le week-end, tu as encore des matchs de poule. Parce que 3 mois après, la Ligue des Champions, c'est difficile aussi de comprendre. Non, c'est moins difficile. C'est un classement sur une pareille. On répète qu'il y a 4 poules de 6, mais que les clubs d'un même pays ne se rencontrent pas. Donc vous ne rencontrez pas tout le monde dans votre poule. Non, mais nous excusez-moi, un joueur, un passionné, enfin même pas un passionné, quelqu'un qui regarde le rugby, il ne comprend rien. Il se dit, mais à quoi sert ce match? Et ça, c'est pas normal, si tu veux. Tu peux même l'expliquer à la télé, ça ne changera rien. C'est-à-dire que pour moi, il y a un problème de visibilité dans cette Coupe d'Europe. T'aimes pas la formule la formule, j'adore les phases finales, parce que phase finale, ça devient. On le sait, dès qu'il y a les 8e, ça devient un grand spectacle, la Coupe d'Europe. Mais là on s'y perd. Moi, j'aime les matchs aller-retour. Je trouve que c'est les meilleurs scénarios, c'est les matchs aller-retour. On l'a vu au foot, sur des remontadas. Il y a des équipes qui se sont créées leur image sur des remontadas. Il faudrait faire des matchs aller-retour à partir des quarts de finale. Il faut réduire le nombre d'équipes au départ. Bien sûr, c'est le vrai problème, c'est ce que vous dites tout à l'heure. Il y a 8 clubs en top 14 qui sont qualifiés, mais il y a 8 clubs aussi en Angleterre. 8 sur 10 qui vont en Coupe d'Europe. Ça n'a presque pas de sens. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et donc, si on réduit ce nombre d'équipes, si tu divises par 2, on peut diviser par 2. Et presque, on peut diviser. Je me disais, c'est peut-être aller un peu loin, mais presque supprimer les poules, faire un truc éliminatoire. Et là, il y a une véritable méritocratie. 16 équipes, des 8e de finale. Les 8e de finale, aller-retour. C'est magnifique. Dites-moi, il y a très peu de temps. C'est ce que je propose, moi. Il y a très peu de temps. 8e, quart, demi, en aller-retour et finale, ça fait 7 matchs. Non, il y avait un 8e aller-retour seulement après le Covid. Il y a 2 ans. Le seul problème de cette Champions Cup, Mourad a connu une autre Coupe d'Europe. Alors, c'est vrai que c'était des poules de 6, rappelez-vous, avec match aller-retour et que c'était très élitiste. Vous perdiez 1 ou 2 matchs, c'était fini. Il fallait finir parmi les 4 meilleurs premiers pour recevoir. Il fallait choper le club italien surtout. Il fallait choper le club italien. Mais Mourad, l'UBB a gagné l'année dernière 41-5 au Connacht. Le Stade Toulousain enfile à l'Ulster quasiment 50 au mois de janvier. Là, hier à Ernest Vallon, ils enfilent 60. Jamais on n'aurait vu ça il y a 10-15 ans. Combien de clubs français se sont cassés les dents à Belfast? C'est incroyable. L'UBB en met 50 au Saracens l'année dernière. Quand on regarde ces matchs, ça rime à quoi en fait? J'ai regardé les chiffres des années 2013, 2014, 2015 où Mourad Bougel a gagné avec Toulon. Il y a des énormes scores aussi. Il y a Clermont qui en met 50 au Scarlets, Toulon qui met un 62-0 à Sale, au Scarlets, 60-22 à l'Ulster. Les Scarlets. Toulouse mais pas au Munster. Connacht. Bayonne était chercher un nul au Munster l'année dernière, mais Bayonne il y a 15 ans au Munster il serait fait étrier. Donc il y a une baisse, il y a toujours le Leinster, il y a toujours des locomotives, mais je trouve qu'il y a une baisse derrière qui fait qu'on a des matchs. Alors c'est sûr. Il y a le Leinster, c'est tout aujourd'hui en Europe. Oui, Hugo Moulin nous disait hier, c'est la première journée, il faudra gagner encore en Angleterre, ça arrive des fois. Mais il y a un premier tiers et derrière je trouve que le niveau a baissé terriblement. Comment vous expliquez cette baisse de niveau finalement? C'est uniquement une question de sous, Mourad? C'est parce qu'ils ont on a récupéré beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, la Coupe d'Europe, c'est une Coupe de France avec le Leinster en invité, quoi. Grosso modo. Oui. Mais après, c'est vrai que quand tu enlèves des joueurs dans des grands clubs comme en Angleterre, forcément, tu te renforces et tu les affaiblis. Hein. Non, mais quand vous voyez les effectifs en France, excusez-moi, il n'y a pas photo. Le problème, il est là. Aujourd'hui, la force de notre championnat. À Toulouse, il y a 50 joueurs qui peuvent jouer au même niveau.
j'exagère un peu, mais je suis pas loin non, de mais dire la vérité. Il y a au moins 2 équipes qui peuvent être dans le dernier carré, quoi. 2 équipes qui peuvent être dans le dernier carré. Donc, si tu veux, le problème, c'est comment tu veux rivaliser. C'est ce que disait Mourad tout à l'heure. Il y a un vrai problème, il y a un fossé entre aujourd'hui les clubs français qui se sont renforcés, où il y a beaucoup... Le salary cap n'est pas le même. Le salary cap n'est pas le même, donc c'est 2 championnats, deux championnats différents. Même si l'année dernière, il n'y a que Toulouse qui est demi-finaliste. Mais l'année dernière, il y a 2 clubs anglais en demi-finale, quand même, messieurs. Vous êtes quand même dur avec le championnat anglais. Il y a 2 ans, il y a 2 clubs français, il y a 3 ans, il y a 3 clubs français, il y a 4 ans, il y a 3 clubs français. Oui, mais l'année dernière, dans les faits, les Harlequins, ils viennent taper Bordeaux à Bordeaux. Et ça, c'est... Les Harlequins vont taper le Racing aussi. Mais ils rejouent 10 fois le match, ils le perdent 10 fois. Et Northampton perd de 3 points en demi contre le Leinster. C'est un petit miracle, mais il le gagne. C'est un beau match d'ailleurs. C'était un super match, mais les Harlequins, ils marchaient sur l'eau sur ce match. Ouais, ils marchaient sur l'eau. Bon, en tout cas, le monde anglo-saxon n'apprécie que très peu que les Froggies, comme ça, gagnent tout le temps. L'ancien arbitre gallois, Nigel Owens, ce week-end, s'est fendu d'un tweet où il confiait son amertume, peut-être pas de la domination française, mais du manque d'engouement autour de la compète. Il dit à l'époque de la H-Cup, c'était le tournoi que tout le monde voulait jouer, arbitrer, voir. Malheureusement, il a perdu sa magie ces dernières années, c'était triste. Ils ont surtout, les clubs anglo-saxons, ont surtout perdu Nigel Owen, parce que de ce côté-là, c'est vrai que quand il arbitrait, ça gagnait plus souvent. Ça, je reconnais, il a raison. Ça a été une grande perte pour le rugby anglo-saxon, c'était une très grande perte, sa retraite. C'est un élément dont on n'avait pas parlé, mais effectivement, qu'on peut mettre sur la table. Son départ à la retraite a créé un gros préjudice au club anglais. Il faut remettre quelques bons arbitres comme ça qui provoquaient ta stupeur. Bah, remarque aussi en championnat de France, je me rappelle de quelques déclarations de Bernard sur la sodomie arbitrale ou tout ça. Bon là, il n'y avait pas besoin d'arbitre anglais. C'était lui, c'était Mourad. C'était Mourad la sodomie. Ah oui, c'était toi. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. César, ce qui lui appartient. Droit d'auteur là. C'était contre qui, je me rappelle plus, Mourad. C'était à Saint-Etienne, non c'était contre Clermont. C'était contre Clermont. Et puis après, il y avait une époque bénie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la chance au tirage au sort. Biarritz qui chopait chaque fois le club italien. C'était incroyable. Incroyable. Ah, mais tu veux dire que c'est fait exprès? Je sais pas, mais bon. Après, c'est toujours aussi opaque en tirage au sort. Moi, personnellement, je ne serais pas allé. Non, mais il n'y a pas Blanco, c'était Marcel Martin qui était, je crois. Mais je n'aurais pas joué au casino contre lui. Parce qu'il y avait une chance. Il connaissait les boules chaudes et les boules froides, quoi. Bon, c'est peut-être ça qu'il faudrait réinstaurer pour que les équipes anglaises ou les équipes, pas irlandaises, mais enfin de l'autre côté de la Manche, réussissent à gagner. Un mot de cette équipe de Toulon, Mourad, qui est donc allé réaliser un truc incroyable ce week-end. Aller gagner en Afrique du Sud. Seule La Rochelle avait réussi à le faire depuis l'intégration des provinces sud-africaines. C'était les dernières en 8e de finale. Tu as été impressionné par la prestation des Toulonnais. Est-ce que tu regardes encore les matchs du RCT ? Oui, je regarde chaque fois que je peux. J'ai regardé le match. Oui, je les trouve très costauds cette année. On disait qu'il y avait Toulouse, La Rochelle et Bordeaux. Moi, je dirais qu'il y a Toulouse, La Rochelle et Toulon. Ils ont pas encore rejoint Toulouse, oui, et Bordeaux, mais ils sont dans les 3 juste derrière. Oui. Donc dans les demi-finalistes. Non, c'est costaud. Alors c'est pas le rugby le plus, mais ça fonctionne, ça gagne, c'est dur au mal. En fait, c'est une équipe qui est vachement difficile à battre. Et puis ils ont un patron à la mêlée, un leader hors pair. Je sais, je vais chercher Serein. Qui est extraordinaire, qui fait des matchs peut-être comme il a jamais fait par le passé, mais voilà. C'est un super joueur. Super joueur, avec Gabin Villiers aussi qui revient avec son énergie, qui amène son plus. Facundo Isa qui a été énorme. Non, ils ont une belle équipe. Je me fais plaisir parce que vous parlez de joueurs que j'ai recrutés. Facundo, mais c'est il y a longtemps, Facundo. Il est venu il y a 10 ans. Il était tout jeune, espoir. Et Gabin, j'étais allé à Rouen. Ouais. Isa, je m'en souviens, il avait même pas 20 ans, non? Isa, il avait 20 ans, après il est reparti en Argentine parce que ses parents lui manquaient. Ouais, c'est vrai, oui. Il faisait une dépression, je me souviens à l'époque. Non, c'est vrai. Et Serein, il était à Bordeaux, et on était allé le chercher. En plus, Serein, j'avais raconté une petite anecdote très amusante, c'est que j'attendais sa réponse. Et un soir, on fait un barbecue avec des amis, bord de piscine. Enfin, vous imaginez un peu le scénario, quoi. Ça s'éternise, musique et tout. Et 22h45, voilà, 22h30 ou 22h45, je vois mon portable qui sonne avec le numéro de Serein qui s'affiche. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je décroche ou je décroche pas? Je décroche. Tu étais plus serein, toi, à cette heure-là? Non, j'étais plus vraiment. Et là, il me dit, président, je suis en train d'hésiter, il faut me convaincre. Ah oui, et toi t'es bien. Et là, t'as fait un FaceTime avec le barbecue. T'as montré la piscine avec les nanas qui dansaient au bord de la piscine, les bouteilles de rosé. Et donc, j'ai essayé de dissimuler le mieux les choses, mais j'ai jamais su s'il s'en était rendu compte ou pas. Voilà, j'ai essayé d'assurer, mais par moments c'était difficile, quoi.
pour moi, c'était difficile parce qu'il cherchait des mots, quoi. Voilà, et puis il a dit oui finalement. Mais bon, comme quoi. Non, mais Toulon, ils ont un effectif. Mais c'est un facteur X, ça. Ils ont un très bel effectif. Ça recrute Après, bien. Je les trouve un peu inconstants par rapport à. Ah, pas cette année. Les autres années, oui, mais cette année, je crois que. Ils arrivent à passer au travers. Ils ont fait un déplacement ou deux et qui n'ont pas fonctionné, mais bon. Mignoni, il a attrapé, il a créé l'état d'esprit, là. Il l'a chopé. Oui, il a fait un truc en Afrique du Sud. J'ai lu un petit peu ce qu'ils ont organisé. C'est assez curieux. Il a dit on a fait 20% d'humains et 80% d'humains et 20% de rugby. Sur toute la semaine en Afrique du Sud. Après, le fait qu'il y ait 80% d'absents au Stormer, ça a aidé aussi. Non, ils sont allés faire un safari, ils sont allés dans le township de Colissi, là où habitait Colissi, tout ça. Non, mais Pierre, on le connaît bien, tu le connais bien, Morad, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il s'est travaillé, oui, c'est un tout bon. Et puis il manquait des Olivons, il manquait le centre néo-zélandais dont j'ai oublié le nom parce qu'il est imprononçable. Je vois qui c'est, mais je ne vais pas te le prononcer non plus. Il manquait de beaux joueurs. Il manquait de beaux joueurs, et ce qui veut dire qu'il y a encore. Non, Toulon, cette année, ça va être bonne chance. Vas-y, dis-le. Bonne chance. Leicester Fainga Nuku. Voilà, c'est ça. Bonne chance pour ceux qui se choperont Toulon en phase finale. Parce que ça sera difficile. Tu les crois capables d'aller titiller Bordeaux, La Rochelle et surtout le Stade Toulousain? Sur un match, oui. Sur un match. Moi, c'est ce que j'ai dit à Pierrot. J'ai dit le problème de Toulon, c'est qu'ils peuvent gagner contre n'importe qui, mais ils peuvent aussi perdre contre n'importe qui. Mais sur un match, ils peuvent taper n'importe qui. Il va falloir se les prendre, se les taper. Le problème de Toulouse, c'est qu'il faut les prendre en finale et pas en demi, parce que si tu bats Toulouse en demi, en finale, t'es carbo. Oui, c'est un peu le problème. Ouais, mais Toulouse perd rarement des finales aussi. Hein. Je suis bien placé pour le lire. C'est vrai. Mais bon, si tu prends Toulouse en demi, tu sais que ta finale elle est morte, parce que c'est dur. Taper Toulouse en demi, déjà, moralement, il faut revenir, quoi. Il faut retrouver une motivation après. Quand tu as battu Toulouse, c'est comme quand tu as battu les Blacks, tu as l'impression d'être champion du monde. Mais voilà. Toulouse perd rarement demi-finale quand même. Il perd rarement. Tout court. Rarement. Non, mais c'est vrai. Souvenez-vous quand ils ont perdu un match cette année à Ernest Vallon. Souvenez-vous quand ils ont perdu en demi-finale du championnat. T'as pas le souvenir? Contre Toulon. Si, contre Castres en 2022. Nous, on les a battus en demi-finale. Pas en finale, mais on les a battus en 2013. En quelle année? 2013. 2013. On est champion. On les a battus en 2013. Et le match d'après, c'était Castres en finale. Mais une fois qu'on avait battu Toulouse, pour nous, c'était terminé. On se disait, on est champion. Ah oui, ça y est, une fois que tu as battu Toulouse, t'as fait le métier, quoi. Alors, pour revenir sur la Coupe d'Europe, enfin la Champions Cup, d'ailleurs, Wilfried, la culture de cette compétition à Toulouse, ils l'ont toujours eu. Tu le disais tout à l'heure, ça a été le premier club à remporter la Coupe d'Europe en 96. Mais c'est marrant parce que année après année, bon, ils gagnent tout, mais la Coupe d'Europe tient vraiment une place importante dans le club toulousain. Ben oui, alors c'est l'histoire d'amour qu'ils ont eu un peu avec cette compétition, et il le disait, à chaque fois qu'il l'a retrouvé, les semaines étaient différentes à l'entraînement, autour du club, et ils ont pris vraiment l'importance de cette internationalisation en fait, quoi, de sortir un peu du championnat, enfin de la scène franco-française, et donc il y a toujours eu beaucoup d'importance pour ça, et Hugo Mola le disait encore avant le match de l'Ulster, là, il disait René Bouscatel au début, puisqu'il est arrivé, René Bouscatel était encore président, lui avait dit ne te trompe jamais sur l'intensité à mettre en Coupe d'Europe. Ça leur est arrivé une année d'ailleurs où ils ont joué la seule fois ils ont joué la Challenge Cup, c'était en 2017. Parce que il fallait. Mola disait que j'avais pas appréhendé ça à ce moment-là, parce que Mourad le sait, hein, il faut grimper de ton quand on arrive. Il fallait, je sais pas, il le faut toujours, mais c'était tellement élitiste. Il y avait une vraie différence entre un match de top 14 et un match de Champions Cup il y a quelques années. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose? Est-ce que moi franchement, je me régale souvent plus à regarder un match de Champions Cup qu'un match de top 14.
niveau du jeu pratiqué. Il n'y a pas de problème, mais parce que je pense qu'il y a moins d'enjeux. En top 14, tu vois l'enjeu qu'il y a dans le top 14 aujourd'hui, parce que c'est tellement resserré que les mecs ne prenaient pas forcément trop de risques, alors qu'en Coupe d'Europe, ils se lâchent. On le voit, ils se lâchent. Et puis on fait moins de tournées en Coupe d'Europe quand même. Oui, tu fais moins de tournées. Il n'y a pas l'impasse. Tu n'as pas le droit de faire des impasses. Tu regardes, c'est la raison, c'est les équipes types qui jouent. De toute façon, si tu veux aller au bout, il faut recevoir pendant toutes les phases finales et donc il faut terminer premier de ta poule. Oui, c'est ça. Donc, Toulouse ne fera pas tourner, ils vont aller chez les Sharks avec la grosse équipe. Ça fera d'ailleurs un super match. Non, parce que c'est aussi leur force. Parce que je me dis, mais comment ils réussissent à garder la motivation? C'est grâce à cet effectif pléthorique. Oui, c'est la stimulation. Ça interchange et celui qui joue un match sur 3, quand il rentre, il a envie de passer à 2 matchs sur 3. Mais c'est les seuls à pouvoir faire ça. Ça veut dire, le Stade Toulousain, c'est les seuls à pouvoir, à ce point-là, bénéficier d'un effectif aussi gros. Bordeaux ou La Rochelle, ils ont sans doute un petit peu moins de marge quand il va s'agir d'aller chez les Anglais. Parce que Toulouse a des jeunes, ils devront faire des choix pour gagner en top 14, et la semaine et garder les cadors là pour le week-end de Coupe d'Europe, c'est ce qu'ils ont fait avec le retour. Ils sont allés gagner au Racing avec une équipe totalement remaniée. Sans Flamand, sans Méafou, sans Dupont, sans voilà. Nous, on gagne chaque année au Vélodrome contre eux avec une équipe complètement remaniée, mais on gagne de 3-4 points, on est content, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment compliqué. Oui, il y a Toulouse et les autres en ce moment. Mais là, même si tu n'as pas la grosse équipe de Toulouse, tu remplis quand même le Vélodrome, parce que battre Toulouse... C'est devenu l'équipe de France, quoi. Les gens viennent voir jouer quasiment l'équipe de France avec Toulouse. Et si tu as Antoine Dupont, tu remplis le stade en doublant les prix. Ah ouais, ça c'est pas mal. D'ailleurs, Midi Olympique fait un dossier avec ça aujourd'hui sur le salary cap et le supplément qu'ont les clubs avec les internationaux, qui est 200 000 euros. Et qu'avec Toulouse, le salary cap il monte à 13 millions d'euros, 12-13 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'il y a des présidents qui veulent qu'on enlève cette exception, que ça change. Voilà, ça va y avoir une. C'est 200 000 euros par joueur. Dis-moi, Mourad. Mais ce qu'il faudrait changer, c'est pas ça. Il faut que le salary cap, il faut vraiment le réduire énormément. Il faut le réduire de moitié et il faut que ne soient concernés par le salary cap que les joueurs qui ne sont pas formés au club. Ce qui veut dire que la bagarre se passera sur la formation. Et celui qui a envie d'avoir une équipe. Là, c'est une révolution que tu dis. C'est pas celui qui a envie d'avoir une équipe à 20 millions, il y arrivera par la formation. Oui, mais est-ce que l'équipe sera aussi forte? Non, mais aujourd'hui, mais Denis, regarde aujourd'hui, si un club forme l'équipe de France, il forme 20 joueurs de niveau international, avec le salary cap, il ne pourra pas les garder. Et pourtant, il les a formés. Oui. Parce que ça sera trop cher. C'est la contrainte, mais. Voilà, c'était un des problèmes des Saracens d'ailleurs. Aussi, oui. Quand on les a accusés, c'est qu'ils ont. Alors en France, personne ne triche, tout le monde le sait, donc déjà ça c'est réglé. Mais personne n'a jamais triché. Personne n'a jamais triché, voilà, tout le monde le sait. Même la main droite. Non, il faut surtout. Il faut surtout que la formation ne soit pas comptabilisée dans le salary cap, c'est une aberration. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si un club il forme des joueurs qui valent une blinde plus tard? Qu'est-ce qu'on a, puisque ça rapportera pour l'équipe de France? C'est ça le problème, il vient de là essentiellement. Et puis ça va surtout mettre en équivalence l'argent et le savoir. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'argent est roi dans le rugby. Et ça poussera aussi les clubs à avoir des centres de formation de plus en plus pointus et de sortir. Si demain tu as envie d'avoir une équipe qui vaut 30 millions et que tu as formé, c'est ton problème. Non, mais tu as déjà la formation, Christian, il ne faut pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formation dans tous les clubs, attention. Avec le système des GIF, ça a déjà... Oui, énormément. Et puis, ils sont obligés, de toute façon, puisque tu as combien de GIF? 16 par match, je crois, ou je ne sais plus. Ouais, 16, et je crois que ça va passer à 17. Il me semble. Mais ça ne veut rien dire, les GIFs. Ça ne veut rien dire du tout, parce que là aussi, c'est stupide. Je veux dire, tu comptes tes GIFs, tu comptes tes joueurs étrangers. Dis simplement, on a droit à 7 joueurs... On a droit à 7 joueurs qui ne sont pas GIF et puis c'est terminé, il n'y a plus besoin de compter. Voilà. Pour en revenir à nos moutons, juste, on va écouter Antoine. Il n'y a pas de GIF et il n'y a pas d'étrangers en Coupe d'Europe, il faut le noter. Et pas de salary cap. Ah là, tu fais ce que tu veux, c'est le libéralisme. C'était une astuce le que plus j'avais sauvage. repérée à un moment pour dire je signe des joueurs que pour la Coupe d'Europe. Ah oui, je l'ai pas fait. Et oui. ça fait quand même cher pour jouer 6 matchs à l'année. Si tu te fais sortir des poules, quand même, tu es un peu mauvais. Je les vire. Ah oui, tu peux faire un truc comme ça. Tiens, on va écouter Antoine Dupont justement nous parler de l'engouement, enfin de la particularité de cette volonté des clubs français de s'imposer dans cette compétition. Lui adore ça, adore la Coupe d'Europe, tout comme la plupart des clubs français. On écoute Antoine Dupont au micro de Wilfried hier soir. La concurrence, c'est quoi? Victoire parfaite pour l'UBB, 42-28, qui font le plein 5 points avec le bonus offensif. 6 essais marqués, un énorme Louis Bielbiarré, un très bon Mathieu Jalibert. Mission accomplie, victoire 28-0 pour les Clermontois, 4 essais à 0, c'est une entame.
Donc, je pense qu'il y a... Vas-y. Je pense qu'il y a aussi pas mal de clubs français qui ont envie de jouer cette compétition à fond, qui se donnent les moyens de gagner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et tant mieux. Je pense qu'on a la qualité en France. Il y a plusieurs équipes qui peuvent avoir l'ambition de concourir dans cette compétition, donc tant mieux de voir les clubs briller. Ça montre aussi que le rugby français performe. Le rugby français performe par ses clubs, et en espérant évidemment que ce soit la même chose pour les nations. C'est quand même incroyable qu'on soit aussi dominateur dans cette compétition et moins finalement dans le tournoi avec cette équipe d'Irlande. Mais c'est pas pareil. Tu peux pas comparer les deux. L'équipe nationale, c'est autre chose. Tu as les meilleurs de ta nation. Là, c'est des collectifs. C'est-à-dire, ce qu'a créé Toulouse, c'est un monstre. Mais il n'y en a qu'un aujourd'hui. Il y avait le Leinster, mais... On est content de voir les clubs français performer, mais je le répète, moi, voir l'Ulster ramasser 50 à domicile au mois de janvier et 60 ce week-end, je comprends pas. Voilà, ou alors parce que le fossé, on a vieilli et on s'en rend pas compte. Non, je pense que cette équipe de l'Ulster, c'était quand même une référence. Non, mais Denis a raison, il y a beaucoup d'équipes en Europe qui en prennent 50 à Ernest Vallon. Bien sûr. Il y a même des équipes qui en prennent 50 au stade Vélodrome en finale du top 14. Oui, non, mais c'est ça, Wilfried. Toi, t'es étonné, mais moi, non, mais l'UBB en a pris 50 les Saracens en ont pris 50 à l'UBB l'année dernière. Les Saracens. Donc, oui, mais les Saracens. Voilà. Leicester en a pris 45 à La Rochelle l'année dernière aussi. Tu parlais Saracens, c'est pas du tout la même équipe que par le passé, quand même. C'est ça le problème. Rien à voir. C'est ça le problème dans cette Coupe d'Europe. On sait, mais c'est le fossé qui s'est creusé depuis quelques temps entre les clubs français et les clubs anglais. Et là, tu peux rien, quoi. Et à mon avis, il va se creuser d'année en année encore plus. Il me semble. Mais alors les gens vont voir du spectacle, des essais, mais après on va se faire. Voilà. La Coupe de France. La Coupe de France, c'est ce que disait. Jusqu'en demi-finale, et en demi-finale, ça devient intéressant. Donc, mais j'ai peur que s'il garde la motivation pendant 2-3 ans, le vainqueur, il soit un peu écrit, quoi. Ouais, ça risque. Tu as raison. Ça risque. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à banaliser le doublé, Toulouse. Un peu. Comme tu l'avais fait toi à ton époque. Ouais, mais là, ils l'ont banalisé, ils l'ont fait 2 fois dessus. Ils l'ont fait 2 fois. Oui, 2 fois. 2 fois. Donc, ils l'ont pas enchaîné encore d'une année sur l'autre, c'est leur challenge. Où Toulouse, c'est ce qu'on disait avant ce week-end de Coupe d'Europe, n'a jamais gardé sa Coupe d'Europe. Bon, à part qu'il est plus facile. Il est plus facile, parce que nous, à l'époque, on jouait la finale de la H-Cup, et la semaine d'après, on jouait la demi-finale ou la finale du top 14. Il n'y avait pas un mois entre les deux. C'était pas pareil. Donc c'était plus dur. C'était plus dur avant et c'était mieux avant. Voilà. Merci messieurs en tout cas. Merci Mourad d'avoir été avec nous. Merci toujours un plaisir. On te retrouve très bientôt. À bientôt. Une petite date dans les grandes gueules. Tu reviens essayer de faire une petite date aux grandes gueules du sport. Ah oui. J'ai vu qu'il y avait des problèmes d'audience. Il faut que je gagne. Non, mais ça, c'est à cause de Denis. C'est Christophe qui fait baisser l'audience tous les week-ends. Je te signale que là on est vraiment embêtés. On est contrariés. C'est depuis que Denis a décidé de prendre un week-end sur 2. Oh, je suis tout le temps là. Tous les week-ends, je suis là. Qu'est-ce que tu racontes ? Merci les copains, à très bientôt. Entre les poteaux, évidemment, qui revient toutes les semaines et dès la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, ciao.